C'est parti pour les travaux de réalisation des infrastructures du 11 décembre 2018 qui sera célébré dans la région du Centre-Sud. Des routes bitumées, des logements et autres infrastructures sportives constituent les ouvrages qui devront être prêts avant 8 mois pour accueillir la 58e fête de l'indépendance du Burkina Faso. Le lancement des travaux est intervenu ce samedi à Manga. Des infrastructures routières, c'est ce qui manque dans la commune de Barani et qui empêche l'écoulement des produits agricoles du périmètre aménagé de Ila. Des centaines de tonnes de céréales et de produits maraîchers attendent des acheteurs qui éprouvent des difficultés pour accéder à la localité. Le cri de cœur de la municipalité et des producteurs à suivre dans cette édition. En actualité culturelle, les Faso Music Awards ont livré leur verdict hier soir à Koudougou. Des acteurs culturels et des journalistes qui les accompagnent dans la promotion de la culture burkinabé ont vu leurs efforts reconnus et récompensés. Parmi les lauréats, notre confrère Aruna Mari qui remporte le prix du meilleur journaliste culturel dans la catégorie presse. À l'étranger, les heures qui suivent nous diront si l'ancien président brésilien Lula da Silva ira effectivement ou non en prison. Pour l'instant, l'icône de la gauche brésilienne ne s'est toujours pas rendu à la police comme il l'a promis. Les discussions se poursuivent entre la police et les avocats de l'ex-président brésilien afin de lui éviter une nouvelle arrestation. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. On commence ce journal avec ce chiffre, 26 milliards de francs CFA, c'est ce que l'État burkinabé débloque pour la réalisation des infrastructures du 11 décembre 2018 dans la région du Centre-Sud. Le lancement officiel des travaux est intervenu ce samedi avec la pose de la première pierre de la salle polyvalente. Les travaux ont été lancés par le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation. Le reportage de Souleymane Sanou et Maxime Zongo. C'est dans 8 mois que la région du Centre-Sud et plus précisément son chef-lieu Manga aura l'honneur d'abriter les festivités du 58e anniversaire de notre indépendance. Un défi à relever à travers la réalisation d'infrastructures appropriées. Et pour marquer officiellement le début des travaux, c'est le ministre en charge de l'administration du territoire, au nom du chef du gouvernement, qui a donné le top de départ des travaux. C'est au total un programme global de plus de 26 milliards qui vont être investis donc, dans cette région du Centre-Sud. La particularité donc, pour cette année dans la région du Centre-Sud, c'est que nous avons pu faire un effort pour que les autres provinces puissent avoir des infrastructures. La cérémonie a été marquée par la pose de la première pierre de la salle polyvalente d'une capacité de 500 places. 7 mois, c'est le délai qui a été accordé à l'entreprise. Je me dis que c'est un défi en tant que femme, toutes les femmes d'ailleurs. Donc, et je vais seulement demander l'accompagnement de tous les fils et toutes les filles de la région pour qu'ils puissent quand même m'accompagner avec leur bénédiction pour que je puisse réaliser dans le délai et puis dans le confort, quoi. 30 km de route à goudronner à Manga, 4 à Pau et 4 autres à Combisserie, des logements à réaliser, d'infrastructures sportives dans les 3 chefs-lieux de province, beaucoup de constructions dans de très nombreux secteurs. Un vaste chantier en perspective. La plupart, en tout cas, des marchés ont déjà été lancés. Les entrepreneurs sont connus et ils vont commencer incessamment. Par exemple, pour la salle polyvalente, dès lundi, je crois qu'elle va amener tout son matériel. C'est la même chose que pour les routes et même chose aussi pour les autres infrastructures. Simeon Savadogo, au nom du chef du gouvernement, a invité l'ensemble des entreprises à faire diligence pour s'exécuter dans les délais et conformément au cahier de charges afin de livrer des infrastructures de qualité dans les délais. L'ensemble des forces vives ont par ailleurs été sollicitées à s'approprier de l'organisation et cela dans un élan de solidarité. En
En actualité politique, l'Union démocratique burkinabé pour la Renaissance a tenu son congrès ordinaire ce samedi à Ouagadougou. C'est un congrès consacré au renouvellement du bureau de ce parti et au débat sur le renforcement de la démocratie au Burkina Faso. L'UDBR, à partir de la mouvance présidentielle, affiche clairement son ambition de soutenir la mise en œuvre du programme du parti au pouvoir. Pawadrogo Chansongo et Nyarkiteda. La démocratie participative comme succès intégral de la décentralisation au Burkina. La conviction est de l'UDBR, l'Union démocratique burkinabé pour la Renaissance, en congrès depuis ce samedi à Ouagadougou. C'est un congrès ordinaire, comme le recommandent les textes du parti, avec comme enjeu outiller les congressistes sur l'importance de la démocratie participative. Dans la démocratie participative, il n'y a pas de fossé qui se crée et le développement est endogène. C'est depuis les bases là-bas, depuis les villages, tout le monde est embarqué pour la lutte pour l'émergence de l'économie du pays. La démocratie burkinabé et la vraie fait désormais face à l'anarchie et c'est à l'unisson que le peuple burkinabé viendra à bout des maux qui gangrènent le développement du pays. Selon les orateurs, en dépit de la grande affronte sociale, de l'incivisme et des attaques terroristes qui sapent l'économie, le pouvoir actuel a su poser les bases de l'essor d'un Burkina Faso qui revient de loin. Le Burkina Faso, c'est celui aussi qui est au village, qui buvait l'eau des mares. Et lui, son évolution, c'est boire l'eau d'une pompe. Ça, c'est déjà quelque chose. La lumière, au niveau de la santé. Alors, les dispensaires qui sont transformés en CSPS et tout ce qui s'ensuit, quand vous voyez en termes de pourcentage, en 2 années d'exécution de pouvoir, en faisant le bilan, il n'est pas négatif du tout. L'UDBR marque sa ferme volonté de soutenir Roch Marc Christian Kaboré en 2020 pour transformer le Burkina Faso en Eldorado. En attendant, ce congrès donne l'occasion de renouveler le bureau du parti qui a connu beaucoup de départs. Le président du Conseil économique et social effectue une tournée dans le Grand Ouest du Burkina Faso. À l'étape de Bobo-Dioulasso, Moïse Napon s'est entretenu avec les forces vives de la région des Hauts-Bassins. Les échanges ont porté sur le rôle et les missions du Conseil économique et social. Le CES qui attend également l'accompagnement des populations pour réussir la mise en œuvre de ces actions. Martin Zerbo et Rachid Sawadogo. Le président du Conseil économique et social dans la ville de Sia, Moïse Napon et ses plus proches collaborateurs sont à la rencontre des populations de la région des Hauts-Bassins, représentées ici par les responsables des différentes couches sociales. Devant les forces vives de la région, le président du CES parle de son institution et de sa mission à la tête du Conseil économique et social. C'est de faire connaître les travaux qui ont été réalisés, en particulier en 2017. Nous sommes donc venus rendre compte de ce que nous avons fait et aussi de recueillir les préoccupations de chaque région, parce que ces préoccupations sont importantes pour rendre notre travail plus efficace. Relance et compétitivité de l'économie burkinabé, mobilisation des populations face aux défis sécuritaires et la problématique de la prolifération des habitats spontanés sont des sujets au cœur des échanges. C'est l'esprit qu'il faut saluer, le fait de venir auprès des forces vives et échanger sur leurs attentes. Pour nous, c'est très important. Cela témoigne effectivement que cette institution qui se veut le porte-parole quelque part aussi des populations sur des domaines bien précis. Après Koudougou, Bobo-Dioulasso, Banfora est la prochaine destination de la délégation du Conseil économique et social. Autre point de l'actualité, des jeunes burkinabés désormais aptes à entreprendre dans le domaine de la production maraîchère. Ces jeunes ont achevé une formation de 6 mois sur les techniques de production et de vente des produits maraîchers. La formation a été initiée par le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, un fonds qui relève du ministère en charge de la jeunesse. Edouard Ouedraogo, Yves Rwamba et Yacouba Goro.
C'est la preuve des 6 mois de formation reçus en technique de production des spéculations maraîchères pour ces jeunes de la commune de Sonon dans la région de la boucle de Mohone. Ils sont environ 200 jeunes agro-entrepreneurs à bénéficier de cette opportunité de renforcement de capacités en matière agricole. Pour cette formation, il a fallu mobiliser environ 50 millions de francs CFA du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Il faut dire que c'est une zone à vocation agro-sylvo-pastorale dont les potentialités sont énormes. Le FAFPA, au vu en fait, donc, du dynamisme et de l'engagement des bénéficiaires, surtout qu'ils ont commencé à mettre en pratique en fait, donc, ce qu'ils ont appris, je pense que le FAFPA est toujours là et nous sommes prêts à les accompagner. Ils sont désormais mieux outillés pour la production, la conservation et la vente des produits maraîchers dans cette localité de la boucle de Mohone. Dans le contenu, il y a plusieurs modules. D'abord, les itinéraires techniques de production et de conservation longue durée des oignons. La technique de conservation que nous avons ajoutée, conservation longue durée en plus, qui peut aller jusqu'à peut-être 6 mois, leur permettra de vendre presque au quadruple du prix actuel. La commune rurale de Sonon dispose des opportunités en termes de superficie aménageable pour la culture maraîchère. Et l'encadrement des jeunes agro-entrepreneurs n'est qu'un catalyseur pour une production rentable des produits maraîchers. Parlons toujours d'accompagnement des acteurs du monde rural avec cette fois le groupe agricole qui ouvre officiellement son agence au Burkina Faso. Cette agence intervient déjà auprès des producteurs agricoles à travers des soutiens multiformes salués à juste titre par les organisations paysannes. Mais de quel soutien s'agit-il exactement? Élément de réponse avec Jean-Eudes Bayala et Olopoda. C'est une rencontre entre les agriculteurs burkinabés et les membres du groupe agricole, un groupe spécialisé dans l'appui technique et financier du monde rural. Après plusieurs années de partenariat au Burkina Faso, l'heure est au bilan. Nous sommes là pour aider des paysans à s'organiser. Pourquoi? Pour leur permettre de choisir l'agriculture qu'ils veulent faire et la façon dont ils veulent la faire. On n'a pas de modèle, parce que la notion de modèle renvoie à une notion d'uniformité, mais qu'on plaide pour la diversité. Si on n'a pas de modèle, par contre, on a des valeurs et on est attaché à quelques valeurs essentielles. La première, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. La deuxième, c'est l'accès à l'éducation pour tous dans le cadre d'une agriculture familiale. Cet accompagnement a permis aux groupements agricoles de mieux s'organiser et de se prendre en charge. Ces agri-agences ont comblé un vide. Et ce vide-là qui a été laissé par l'État, ce vide-là, ils l'ont comblé en faisant quoi? En travaillant avec les agriculteurs sur le terrain, permettre aux agriculteurs de se rencontrer, de définir leurs priorités et de mettre ensemble leurs préoccupations. Et c'est au vu de ces préoccupations qu'ils apportent des ressources pour permettre aux organisations eux-mêmes de conduire leur processus et de pouvoir arriver à bon port. Pour apporter de meilleures réponses aux préoccupations des agriculteurs, Agricole s'installe officiellement au Burkina Faso avec l'ouverture d'une agri-agence, ce qui porte à 10 le nombre des pays où intervient le groupe. De l'accompagnement, les producteurs basés sur le périmètre aménagé de Ila dans la Kossi en ont besoin. Un accompagnement en infrastructure routière afin de pouvoir écouler leur production. Cette production se chiffre à des centaines de tonnes de céréales et de produits maraîchers cultivés chaque année. Les difficultés d'accès au périmètre aménagé par les acheteurs entraînent d'énormes pertes pour les producteurs. On fait le constat avec Lassina Ouattara et Karim Ouedraogo. Environ 600 tonnes de tomates, 80 tonnes d'oignons et 100 tonnes de maïs sont produites chaque année ici à Ila dans la province de la Kossi depuis 2005. Et c'est au bord de cet affluent du fleuve Sourou, un cours d'eau qui constitue une frontière naturelle entre le Mali et le Burkina. Si le côté burkina est exploité, celui du Mali ne l'est pas. Le périmètre irrigué de façon artisanale est méconnu du grand public. Pourtant, comme la vallée du Sourou, il regorge aussi d'énormes potentialités agricoles. Quand on parle de la commune de Barani, les gens ont en image une étendue de sable étincelant au soleil. Mais ce n'est pas que ça. Voilà, il a prouvé que nous avons beaucoup de potentialités. C'est des agriculteurs, c'est des gens qui ont su adopter la culture de contre-saison. On cultive les tomates
avec les oignons. Après les tomates, c'est les maïs. On avait transporté les tomates avec le pilote jusqu'à 10. De 3 hectares à 30 hectares, aujourd'hui, ces producteurs organisés en groupement exploitent plus de 230 hectares et attirent les acheteurs qui venaient à Digne dans la province du Sourou, environ 10 km du périmètre irrigué en pirogue. La rentabilité de cette culture de contre-saison a permis de mettre fin à l'exode rural dans cette localité. Tu peux avoir 2 millions ou 3 millions comme ça. Moi, mon personnel, je peux vendre ça. Tu vois beaucoup de jeunes à cause de tomates là. Si ce n'est pas à cause de petits marcels là, les villages là, c'est vidé. Nous-mêmes, on est un peu vieux là, peut-être on trouve en Côte d'Ivoire ou soit au Mali. Avec cette forte production dans ce périmètre de Ila, les producteurs sont confrontés à un problème d'écoulement. Et le problème principal reste l'accessibilité de la localité. Reliés donc Ila Barani et Barani Bomborokui, des voies distantes de plus de 90 km relèvent d'un parcours de combattants. Et ce n'est ni les acheteurs, ni les chauffeurs qui diront le contraire. Depuis, nous on a quitté hier, 18h. Bon, moi j'ai rentré aujourd'hui, 9h du matin. On est dormi sur la route, à cause de pluie, à cause de mauvaises routes. On veut prendre 2 jours avant de rentrer à Bogo, pendant même 3 jours. Et ça gâte, ça gâte. La route est mauvaise, c'est très mauvais même. Tout est poto-poto, il n'y a même pas la route. Depuis là est gâté, ça est ici même. Et notre vitre là, c'est gâté aussi. Vitre là, ça fait 200 000, 250 000. On va perdre des gazelles parce que vont là. Il y a tomate, mais la route là. Nous sommes sortis depuis jeudi, 3 jours. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes là. Bon, nous aussi, souvent, quand la pluie tombe, le camion ne peut pas venir. Donc nous aussi, on reste une semaine avant d'enlever. Avant d'enlever aussi, tomate là dans le sang aussi c'est pourri. Surtout l'an passé là, vraiment on a beaucoup perdu avec des millions. Malgré ce calvaire, la qualité des produits maraîchers amène les acheteurs à braver ces difficultés pour se ravitailler. La municipalité est en quête de moyens pour désenclaver cette localité frontalière au grand bonheur des producteurs et de la commune de Barani. Ça c'est un problème qui nous dépasse. La mairie, le budget de la mairie est tel que nous ne pouvons pas prétendre réparer la route. C'est l'endroit pour nous encore de lancer un appel à l'État pour qu'on pense à nous ouvrir une voie pour rendre accessible ce grand travail que les gens abattent ici en silence. Plus de 200 camions qui viennent faire des chargements par an. Il m'est revenu que l'année passée, plusieurs camions ont dû déverser leur cargaison en route parce qu'ils ne pouvaient pas partir. C'est une perte sèche et pour les camionneurs et pour le producteur. Sinon que nous commençons à avoir des visiteurs ghanéens, ivoiriens, béninois. C'est tout à notre honneur, mais il faut encore que nous ayons une route. Nous en appelons à toutes les bonnes volontés, les ONG, les personnes physiques et morales, toute personne qui peut nous apporter sa petite contribution pour que l'effort de ces paysans-là ne reste pas vain. Mais en attendant, les producteurs gardent espoir. Ils mettent du cœur à l'ouvrage. Retour à Ouagadougou pour parler de la campagne de promotion du mongbin, cette légumineuse d'origine indienne. Le mongbin, au titre de son promoteur de l'Alé Nabat Tigré, est la solution efficace contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté. Le mongbin pourrait aussi occuper une place de choix dans le régime alimentaire des forces armées nationales. Et c'est tout le sens de la séance de dégustation de mets à base de mongbin organisée hier au profit des militaires. On voit cela avec Issa Ouedraogo et Olopoda. Messe des sous-officiers de Ouagadougou. Menu du jour, le mongbin, localement baptisé Beng Tigré au Burkina Faso. Jus, pain, couscous, pâtes, gâteaux, bref, la liste est longue. Tous ces plats servis aux forces de défense sont faits à base du mongbin. Une opération de charme pour inciter les forces armées nationales à consommer cette légumineuse aux vertus diététiques. Nous sommes là vraiment pour chercher à ce que les militaires qui sont nos frères connaissent notre produit et ses vertus. Et s'ils l'adoptent, ça sera un plus pour leur santé, ce sera aussi un plus pour l'économie rurale. Les autres céréales ont un coût au kilo de 100 francs à 250 francs. Mais le mongbin
acheté à 300 francs le kilo. Et il produit 2 à 5 tonnes par hectare. Si un paysan a seulement 2 tonnes à l'hectare, il a un minimum de 600 000 francs à l'hectare. Face à la troupe, le promoteur convainc par l'exemple. Le Mugbin est selon lui une alternative à la lutte contre la faim, mieux, un moyen pour parvenir à l'autosuffisance alimentaire. Un tour au buffet du Lalé Naba Tigré et l'on ressort conquis. Si le Mugbin permet de cibler à certains produits, nous on est partant. Si nous voulons défendre la nation, il faut quand même consommer ce que nous produisons. Et c'est dans ce sens que nous pensons aussi pouvoir l'accompagner comme d'autres l'ont déjà fait. Ce n'est pas parce que c'est lui, mais c'est parce que ce qu'il produit et ce qu'il fait, en tout cas à la portée de toutes les populations. Et nous aussi, nous pouvons donner l'exemple en l'accompagnant, en encourageant à avoir des habitudes alimentaires qui soient de chez nous. Avec ce que nous avons goûté ce soir, avec ce que nous avons vu, nous pouvons en tout cas affirmer que le militaire burkinabé pourra aussi contribuer à développer les mets locaux. De nouveaux partenaires sur lesquels le promoteur du Mugbin devrait désormais compter pour atteindre son objectif, celui de produire 5000 tonnes de Mugbin d'ici à fin 2018. Autre point de l'actualité avec cet événement qui se profile à l'horizon précisément au mois de juin prochain. Il s'agit du premier salon international de l'arbre, une initiative portée par le mouvement écologique du Burkina Faso. La tenue de ce salon nécessite un budget de 32 millions de francs CFA et le comité d'organisation s'attelle à réunir cette somme. Plus de précisions avec Adama Giti et Olopoda. Le Salon international de l'arbre, c'est du 14 au 17 juin prochain. Un événement qui réunira plusieurs acteurs de développement autour des questions liées à la sauvegarde de l'environnement dans un contexte marqué par la désertification et les changements climatiques. L'idée est portée par le mouvement écologique du Burkina. Et cette première édition est placée sous le thème « Multi-usage de l'arbre, efficience et durabilité ». De façon spécifique, nous cherchons à, premièrement, sensibiliser les citoyens sur la grande contribution de l'arbre à la survie de l'humanité. 2. Sensibiliser les différents acteurs sur la nécessité de mener des actions de protection-restauration des espèces en voie de disparition. 3. Créer un cadre d'échange multi-acteurs autour des différents usages et utilités de l'arbre. 4. Promouvoir les bonnes pratiques en matière de plantation, protection, de valorisation de l'arbre et de ses produits dérivés. 5. Créer une plateforme d'échange entre l'offre et la demande d'espèces forestières utilitaires entre usagers des produits forestiers. Promouvoir une économie verte basée sur la valorisation des produits dérivés de l'arbre. Au programme des activités, des ateliers et des conférences publiques sur le rôle et la place de l'arbre dans la lutte contre la désertification. Sa contribution dans le statut socio-économique de la femme rurale fera aussi objet de discussion. En actualité culturelle, les Faso Music Awards se sont déroulés hier soir à Koudougou. Pour cette 5e édition, des femmes, des acteurs culturels et des journalistes ont été récompensés. Et parmi les lauréats, notre confrère Aruna Maré de la RTB Télévision qui remporte le prix du meilleur journaliste culturel de l'année dans la catégorie presse. Notons que les FAMA sont organisées par l'Association des journalistes et communicateurs culturels. Daouda Ouattara, Aruna Maré et Bouma Ernest Nebi. Le FAMA 2018, c'est cet homme, Abbas Sofiane Koulibaly, promoteur de Couleurs Vacances. C'est le couronnement de plus d'une décennie d'engagement et de sacrifice au service de la culture. Être honoré, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Nous espérons toujours essayer de faire mieux pour apporter ce qu'il faut au rayonnement de la culture de notre pays. Les Faso Music Awards ont aussi décerné une dizaine de lauréats dans la filière musicale et des trophées d'honneur à des personnalités culturelles. En catégorie presse, Aruna Maré de la RTB Télévision s'offre le prix du meilleur journaliste culturel de l'année. Au total, près d'une vingtaine de prix attribués aux lauréats.
Nous sommes aussi très satisfaits de la qualité de l'organisation, de l'agencement donc des activités qui sont prévues, qui ont été, j'allais dire, réalisées au cours de la soirée et de l'ambiance d'une manière générale qui a régné. Pour le coordonnateur, les FAMA éprouvent des difficultés à cause de la rareté des sponsors. Et pour permettre aux FAMA d'aller plus loin, le département de la culture annonce une bonne nouvelle. Pour les éditions prochaines, notre gouvernement, évidemment, dans la vision du président du FASO, va davantage apporter un soutien significatif aux FAMA. L'accouchement a été un peu difficile dû au report et les sponsors qui se sont annoncés ou des mécènes, il y a eu un peu de réticence. Donc nous avons organisé ça dans beaucoup de difficultés et on pense que si le gouvernement, à travers donc, les différents ministères qui étaient là, peuvent accompagner les FAMA, nous pensons qu'on va déplacer des montagnes. À l'heure du bilan, c'est un satisfait pour le maire de Koudougou, ville hôte de cette 5e édition. Les FAMA 2018 ont aussi déroulé le tapis rouge aux stylistes burkinabés à travers la présentation de leur dernière collection. Du sport en bref et en image avec le premier tour aller de la CAN féminine Ghana 2018. L'équipe burkinabé n'a pas raté le coach à domicile. Les étalons étaient face aux Scorpions de la Gambie cet après-midi. La Gambie a ouvert le score, mais le Burkina Faso s'est remis grâce à Salimata Semporé qui a marqué à 2 reprises. Cela a donc conduit à une victoire étriquée au final d'1-0 pour le Burkina Faso. Le match à retour est prévu mardi prochain à Banjul en Gambie. Le ministre des Sports et des Loisirs a séjourné les 5 et 6 avril dernier à Waïgouya, où il a visité les infrastructures sportives de cette ville. Le ministre Daouda Azoupiou a également échangé avec les acteurs du monde sportif de la région du Nord autour de leurs préoccupations. Tout cela a été rythmé par une séance d'aérobic à la place de la nation de Waïgouya. Irénée Kaboré et Tounaba Chantal Kaboré. 2 mois après sa prise de service, le ministre des Sports et des Loisirs, Daouda Azoupiou, vient s'imprégner des réalités sportives dans la région du Nord. Le stade municipal, le plateau omnisport du Conseil régional du Nord et le centre de formation Naba Kango sont les sites qui ont reçu la visite du ministre et de sa délégation. Pour ce qui est du stade en réfection, Daouda Azoupiou se dit rassuré par l'état d'avancement des travaux. Nous avons visité le stade et nous avons vu que les travaux qui sont engagés, justement, ne sont pas encore à terme. De ce point de vue, nous avons entendu la mission de contrôle et l'entreprise qui nous ont rassurés que les travaux sont en cours et que très bientôt, ce stade-là sera fin prêt pour les compétitions. Selon le directeur technique des travaux, la pelouse sera finie dans le délai imparti et pour le président de la Ligue du Nord, c'est une occasion de présenter ses doléances au ministre. Il est venu pour constater les travaux de la pose du gazon synthétique et nous avons profité de cette occasion pour l'interpeller des doléances que nous avons à cœur. Tout premièrement, on a demandé la grille de protection pour le stade, pour les athlètes. Deuxièmement, on a demandé que nos locaux soient refaits parce que, regardez, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, tout est cassé à l'intérieur. Avant la visite des infrastructures sportives de la ville de Waïgouya, la délégation est allée saluer les autorités coutumières et religieuses. La veille, une séance d'aérobie a réuni les autorités régionales, le ministre des Sports et la population à la place de la nation de Waïgouya. En bref, et en image également, un accident de la circulation s'est produit cet après-midi sur l'axe Manga-Ouagadougou à la sortie de la ville de Kombisiri. Pas de perte en vie humaine, mais on dénombre plusieurs blessés, dont 4 dans un état grave. Selon les témoignages recueillis sur place, l'accident serait dû à une défaillance technique du véhicule. Une équipe de la RTB qui revenait d'une mission à Manga est tombée sur cet accident et a aidé à transporter les blessés à Koubri pour les premiers soins. Actualité hors du Burkina Faso, c'est une nouvelle journée de sang que les Palestiniens ont vécu hier vendredi. Un regain de violence à la frontière entre la bande de Gaza et Israël a fait plusieurs morts côté palestinien. Cette situation a suscité une fois de plus des réactions de condamnation aux Nations Unies. Malgré les appels au calme, la situation s'est encore aggravée vendredi à la frontière entre la bande de Gaza et Israël.
En 8 jours, 30 Palestiniens ont été tués depuis le déclenchement des manifestations en mémoire des Palestiniens chassés de leurs terres après la création d'Israël en 1948. Nous condamnons avec la plus grande fermeté le meurtre et les blessures des Palestiniens par les forces israéliennes alors qu'ils protestent pour leurs droits inaliénables. Encore une fois, nous nous faisons l'écho de l'appel du secrétaire général de l'ONU en faveur d'une enquête indépendante et transparente sur ces événements. Nous réaffirmons également l'importance de fournir une protection internationale aux Palestiniens. Pour justifier l'usage de la force, l'armée israélienne a diffusé ces images montrant un homme tentant de couper la clôture qui sépare la bande de Gaza du territoire israélien. Ce n'est en aucun cas une manifestation pacifique. C'est une émeute utilisant des moyens violents. Le but de cette émeute, selon ce que dit le Hamas, qui est l'organisateur, c'est qu'ils veulent effacer la frontière. Ils veulent pénétrer en Israël. Ils essaient d'utiliser ces émeutes pour forcer la frontière et de faire passer des terroristes en Israël. Vendredi, 9 Palestiniens, dont un adolescent et un journaliste, ont été tués par des soldats israéliens. Plus de 400 manifestants auraient également été blessés par balles ou par des tirs de gaz lacrymogène. Au Brésil, dans les heures qui suivent, l'on saura si l'ancien président Lula da Silva ira effectivement ou pas en prison. Pour l'instant, l'icône de la gauche brésilienne condamné à 12 ans de prison, qui a promis de se rendre à la police, ne l'a pas encore fait. Les discussions se poursuivent entre la police brésilienne et les avocats de l'ex-président afin de lui éviter une nouvelle arrestation. La scène est surréaliste. Lula, l'ancien président, l'icône de la gauche brésilienne, acclamé par la foule de Sao Paulo. Il s'est retranché dans le bâtiment du syndicat des métallurgistes alors même qu'il doit se rendre aux autorités afin de commencer à purger sa peine de 12 ans de prison pour corruption. Ses avocats seraient en train de négocier les conditions de son arrestation. D'après la presse locale, il pourrait se présenter à la justice suite à une messe en hommage à sa femme décédée l'an dernier. Les dernières heures d'un homme libre qui permettent aussi à ses défenseurs de jouer la montre alors que la Cour suprême doit examiner un ultime recours. À 400 km de Sao Paulo, les anti-Lula se sont réunis devant le siège de la police fédérale de Curitiba. Pour eux, l'ancien syndicaliste est un voleur dont la place est en prison. Lula a été condamné dans l'enquête Lavage Express pour avoir reçu un appartement de la part d'une entreprise de BTP en échange de l'obtention de marchés publics. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 22h30 avec Draman Dadzian. Passez une agréable soirée de samedi en compagnie de la RTV.